Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Yacine. Salut Julien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Merci pour l'invitation. Ce que je te propose, comme à tous mes invités, ce que je leur demande, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Avant de te dire ce que je fais, je vais peut-être dire qui je suis. Allez. Je m'appelle Yacine, j'ai 34 ans, je suis papa de 2 enfants. Félicitations. Ce que je fais, j'ai une entreprise de coaching et de formation. Okay. Et on forme les personnes en reconversion professionnelle à apprendre le métier de community manager et à se lancer en freelance, donc à lancer leur activité, à trouver des clients et à vivre de cette nouvelle activité. Donc, ce qui est très cool, c'est qu'on va pouvoir parler de la reconversion professionnelle, même à la fin de ton parcours, parce qu'aujourd'hui, ton métier et ce que tu fais est adressé quasiment exclusivement aux gens qui font de la reconversion, en tout cas beaucoup. Oui. Mais si t'es là, c'est parce que toi-même, finalement, t'es en reconversion ou t'as vécu une reconversion. Donc, on va revenir bien en arrière. On va faire un beau fil de ta vie, en tout cas, vie professionnelle. Quel est ton parcours scolaire au démarrage? Waouh, on va remonter là? Ouais. Ok, parcours scolaire. Tu veux que je te parle de... Il n'y a pas de honte ici. Non, mais écoute, franchement, moi, mon père était prof. Ah. Donc, l'école, c'était important. Ok. Donc, c'était important de bien travailler à l'école, etc. Moi, j'ai fait un bac S. J'ai eu la mention bien, alors que j'étais nul en maths. J'ai eu 8 au bac en maths, si tu veux tout savoir. Tu m'as battu. J'ai 9. Mais j'étais plutôt bon dans les matières littéraires. Donc, tu vois, au bac, j'ai eu 19 en philo. Ce qui va bien avec le bac scientifique. C'est ça. 19 en philo, 19 à l'oral de français, 19 en histoire géo. Ok. Tu vois, donc, mais j'avais fait bac S parce que mon père me disait, tu vas pas te fermer des portes, etc. Et moi, à l'époque, comme je savais pas ce que je voulais faire, je pense comme beaucoup en terminale, je savais pas. Je disais, bon, je vais pas me fermer de porte, je vais me prendre les voies qui me permettent de me laisser le plus d'options plus tard. Et c'est pour ça que j'ai passé le concours de Sciences Po à Grenoble. Donc c'est l'Institut d'études politiques de Grenoble, s'il y en a qui connaissent. Et pourquoi ? En fait, pareil, je me suis dit Sciences Po, je sais pas ce que je veux faire, mais logiquement, si je sors de là, je devrais pas avoir trop de mal de trouver un travail. Et cette voie-là, tu l'as fait toi parce que c'est quelque chose de logique ou parce que ton père ou tes parents te poussent dans cette voie-là ou parce que tu suis peut-être aussi des amis d'une certaine manière dans un cursus classique ou pas du tout? Non, alors c'est vrai que pour mes parents c'était important de travailler à l'école, etc. Mais moi je me retrouve là-dedans. Je me suis pas du tout senti influencé par mes parents dans le choix. Voilà. Bon, c'est sûr que si j'étais allé je sais pas. Bon, si j'avais décidé d'arrêter les études, je pense qu'ils auraient été déçus, mais moi c'était pas mon cas. Okay. Donc j'ai choisi ça parce que j'aimais bien la politique, les relations internationales, je m'intéressais à l'actualité, et je crois qu'à l'époque je voulais faire un boulot style journaliste ou passer des concours dans la haute administration, ce genre de choses. Et je me suis dit bon, je vais aller là et puis on verra bien ce qui se passe. J'étais à milieu d'imaginer que j'allais bosser dans le marketing plus tard, ou de monter ma boîte. Tu vois, moi dans mon environnement, il n'y avait pas du tout d'entrepreneurs et tout. C'est vraiment, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Et donc, je suis parti à Sciences Po. Et jusqu'à la fin de mon parcours, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et à l'époque, à l'époque, je te dis ça, c'était vers 2010. Mm-hmm. Tu vois, j'ai eu mon diplôme en 2011. On parlait beaucoup d'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne, je veux dire c'est mort, mais peut-être pas, mais tu vois, à l'époque il y avait vraiment encore un petit espoir sur la construction européenne et tout, et il y avait tout un monde à Bruxelles, des lobbyistes, des gens qui travaillaient à la commission, etc. Et moi j'ai fait le master affaires européennes, et je me prédestinais à rentrer dans ce monde-là. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait à Bruxelles dans un cabinet de lobbying. Et voilà, après, je sais pas comment tu veux qu'on organise. Par rapport à ça, déjà, ce qui est important, c'est quand tu étais petit, donc vraiment Yacine gosse, est-ce qu'il avait un rêve en termes d'emploi ou est-ce que tu avais quelque chose, tu disais, je veux faire ça? Non, moi, je pense le truc qui me vient, c'était plus le journalisme. Moi, c'est vrai que j'aimais bien ça. J'aimais bien m'intéresser à l'actualité, j'aimais bien écrire. Et le journalisme, ça me parlait bien. Et voilà.
Ok, donc journaliste. Et donc là, tu sors donc de Sciences Po, tu as ton diplôme, donc tu vas au bout du cursus. Quelle est ta première expérience quand tu sors de là et quel est le premier métier finalement? Comment tu rentres dans le monde du travail avec ton premier vrai métier post-formation? Ouais, c'est intéressant. En fait, moi, pendant mon master, j'avais fait mon stage de master 1 au Maroc. Donc moi, je suis d'origine marocaine. Okay. Mais je suis pas né là-bas, j'y allais en vacances. En fait, je connaissais rien du Maroc. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire mon stage là-bas. En même temps, je vais découvrir le pays d'où je suis originaire et je vais faire ma première expérience. Et j'avais adoré. J'ai fait un stage à la Chambre française de commerce là-bas. D'accord. Et j'avais autant aimé le boulot que ma vie là-bas, les contacts que je m'étais fait et tout. Et à la fin de mon stage à Bruxelles, l'entreprise qui m'avait recruté, en stage, m'a dit bon, on va pas te garder parce que c'est aussi une possibilité, on va pas te garder, etc. En fait, à Bruxelles, t'es en concurrence avec tous les gens de toute l'Europe en fait. Okay. Tu vois, c'est tous les gens qui viennent de toute l'Europe pour bosser là-bas et tout. Donc il y a des gens qui parlent 3 langues, 4 langues. T'as des gens qui ont déjà de l'expérience, qui sont prêts à faire des stages. Bref, moi en fait, je m'étais pas retrouvé à ce moment-là par rapport aux compétences que j'avais et tout, je m'étais pas retrouvé. Et je me suis dit ok, je vais repartir faire une expérience au Maroc. Et puis comme ça après je reviendrai à Bruxelles et j'aurai 1 an d'expérience et tout. Et en fait je suis parti au Maroc et je suis resté plusieurs années là-bas. J'ai rencontré ma femme là-bas, je me suis marié là-bas. Je suis resté presque 8 ans là-bas avant de revenir en France. Et donc qu'est-ce que tu faisais là-bas au Maroc? Parce que tu as construit finalement toute ta vie de jeune adulte, tu l'as construit là-bas. Ouais. Donc moi quand j'étais à Bruxelles, j'ai découvert Twitter. Parce que dans le cabinet, en fait, on faisait de la veille, forcément. Et moi, en tant que stagiaire, je fais la veille, tu vois. Okay. Donc, dans ma veille, j'utilisais beaucoup Twitter. Et à l'époque, tous mes collègues l'utilisaient pas. Tu vois, 2010, c'était le début. Et en fait, j'étais devenu, en fait, un peu le monsieur Twitter, tu vois. Donc, en fait, voilà, j'allais chercher, et j'adorais ça. Et je me suis dit, OK, en fait, ce que j'ai bien aimé dans le cabinet de lobbying, c'était pas tant, tu vois, aller parler à des députés, faire du lobbying et tout, mais c'était vraiment tout ce qui était communication. Tu vois, communication politique et tout. Je me suis dit, OK, je vais travailler là-dedans. Du coup, dans la communication. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai fait le premier switch de Sciences Po, affaires européennes et tout, à la com. Okay. Je suis arrivé au Maroc, j'ai trouvé un boulot tout de suite en fait parce que forcément là-bas il y a pas tu vois le profil Sciences Po, tu viens de France, machin, franchement c'était facile. Et ma première expérience c'était dans une agence de communication. OK. Je suis resté quelques mois dans cette agence-là et ensuite après j'ai intégré une autre agence où je suis resté 5 ans. Et j'ai développé le pôle digital de cette agence-là. Donc j'ai commencé, j'étais chef de projet, voilà. Au début, j'ai commencé sur les relations presse. Et 2012-2013, c'était le début de la presse en ligne, l'essor des réseaux sociaux, la communication digitale, etc. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé dans la boîte, au début, je faisais beaucoup de relations presse. Et après, on m'a dit, OK, Yacine, tu sais quoi, on peut commencer à proposer à des clients de faire des stratégies sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. À l'époque, il n'y a pas de formation là-dedans, il n'y a pas de professionnel là-dedans. Genre, c'est un nouveau truc, en fait. Il n'y a pas de cursus. Donc, on apprend sur le tas. Okay. Et je me suis dit, OK, en fait, ça, j'aime bien. En fait, j'ai enfin trouvé... Ouais, tu découvres en fait ta voie à ce moment-là où tu te dis ça me plaît. En fait, je me dis ça me plaît, je vois qu'on me reconnaît des compétences là-dedans, je vois que je peux être utile et j'ai envie de poursuivre là-dedans. Et juste pour préciser, à ce moment-là, tu es salarié de la boîte? Tout à fait. Okay. Ouais, je suis salarié. Et voilà, je suis salarié. Et donc, on développe ça. On va commencer à faire les premières offres à des clients, etc. Alors, ce qui est bien au Maroc, en fait, c'est que certes, c'est pas le marché européen, mais t'es tout de suite en contact avec des grosses entreprises internationales ou locales, mais des grosses boîtes. Et donc, tout de suite, j'ai bossé sur des super projets, en communication digitale. Et moi, je voulais être le meilleur, en fait. Donc, je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre. Et je profitais du fait que j'étais en agence où, tu sais, t'es démarché, t'as des gens qui t'appellent. Et moi, j'acceptais de rencontrer tout le monde. Donc, t'avais le mec qui venait, il me disait, ouais, l'email marketing. Je fais, OK, viens m'expliquer comment ça marche. Il venait, il me présentait sa solution. Il y en a, il me parlait de publicité, de machin. Et moi, je voulais tout comprendre, en fait. Et donc, en fait, j'ai analysé un petit peu et j'ai vu, OK, en fait, il y a des trucs, clairement, c'est juste les clients, ils vont dépenser de l'argent, ils n'auront pas de résultat. Tu vois? Et en fait, il y a des trucs qui marchent mieux. Et moi, je commençais à trouver, moi, en fait, parmi tout ce qui était possible de faire, pour les clients que j'avais, qu'est-ce que je pouvais leur recommander? Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, petit à petit, j'ai recruté une équipe et puis, à la fin, je gérais le pôle digital de l'agence. Et donc là, tu arrives dans un moment où donc t'évolues, tu trouves ta voie. Finalement, tu as trouvé ce qui te plaît et justement, c'est ce qui te pousse à
avoir cette curiosité encore plus importante parce que c'est ce qui t'intéresse, c'est t'as trouvé ta voie et donc on y est. Ça dure 5 ans, cet épisode-là. Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes finalement ou que tu passes à autre chose? Puisque si tu m'annonces 5 ans, c'est que c'est plus que tu fais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je suis arrivé au bout du chemin, il faut que je change? Moi, mon rêve, parce que à cette époque-là, l'entrepreneuriat, c'était même pas encore une option. Hein. Moi, mon rêve, c'était d'être directeur marketing dans un grand groupe à l'international. Tu vois, pour moi, le top dans mon métier, c'était ce poste-là. Donc, je voulais un poste comme ça. Je me suis dit, OK, j'ai fait 5 ans, j'ai un peu fait le tour, j'ai fait mes preuves et tout. Maintenant, il faut que j'obtienne un poste là. Et là, en fait, je deviens responsable communication digitale d'un groupe de 1000 collaborateurs dans plusieurs pays, etc. Donc, pour moi, sur le papier, c'était le poste le rêve. Rêvé. Et en plus, on venait d'accoucher. Ma femme, enfin, moi, j'avais pas accouché, mais ta femme, on a compris. Voilà, ma femme venait d'accoucher, on venait d'avoir donc ma fille. Et on commençait à se dire, OK, là, on veut peut-être rentrer en France. Parce qu'elle va commencer à rentrer à l'école. En fait, les priorités commencent à changer. Et justement, pour faire le parallèle, ta femme, elle a à peu près le même cursus, c'est-à-dire qu'elle était en France, elle est au Maroc, non, ou elle est marocaine, elle est marocaine, née au Maroc, grandie au Maroc, etc. Ouais, mais elle était partante avec moi pour ce projet-là de venir en France. C'est revenir pour moi et venir pour elle. Voilà, venir pour elle. Okay. Et du coup, il y avait aussi cette possibilité-là dans ma tête de pouvoir rester dans ce groupe-là et de pouvoir après être muté j'ai compris. En France. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je suis resté 2 ans sur le poste au Maroc. J'ai gardé le même poste parce que c'était un poste groupe. Et je suis venu ensuite à Lyon pour faire une dernière année avec eux. Et je te disais sur le papier, c'était le poste de mes rêves. Mais en fait, je crois que j'ai jamais été aussi malheureux de toute ma vie. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, moi, ce que j'adore, c'est le marketing. Moi, j'adore faire du marketing, mettre en place des stratégies, voir les résultats, m'améliorer, etc. Et en fait, en agence, c'est tout le temps, tu sais, t'as des appels d'offres, t'es en concurrence, il faut que tu sois toujours à la pointe. Là, il y avait, du coup, j'avais plus 10 clients, mais 1, parce que j'avais, mais c'est ce que je cherchais aussi à ce moment-là. Et après, j'ai vite compris qu'au final, c'était plus important la politique interne, le fait de, OK, tu veux une promotion, en fait, il faut être pote avec lui. Enfin, il faut te faire bien voir, il faut faire ça, il faut mettre en avant. Et moi, j'ai pas aimé jouer à ce game. Puis il y a des gens, c'est leur jeu, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas. T'as changé de niveau et de strat où à ce moment-là, les règles du jeu sont complètement différentes, les enjeux sont aussi complètement différents, et donc tu t'es pu retrouver dans le plaisir que t'avais finalement de faire du marketing, de faire de la recherche, d'essayer de trouver de nouvelles solutions, etc. Là, c'était plus le même métier. C'est ça, exactement. Donc après, ce qui était cool, c'est que du coup, j'ai fait mes premiers investissements immobiliers, tu vois, quand t'es salarié. Franchement, pour moi, c'est le seul avantage. Et il y a des gens qui me disent, moi, je vais pas me lancer tout de suite parce que j'ai un projet immobilier en cours. J'ai OK, ça, c'est valable, tu vois. ça marche. Ça vaut le coup. Donc voilà, ça m'a permis de faire ça, etc. Mais voilà, la dernière année, en fait, là, j'ai commencé à me dire, en fait, Yacine, tu peux te mettre à ton compte. Est-ce que dans l'impact, parce que peut-être que la France est un pays plus développé que le Maroc, donc avec peut-être plus d'opportunités, tu vois peut-être plus de choses aussi en France, point de vue marketing, etc., où tu te dis, OK, je vois des entrepreneurs, en tout cas, j'ai des exemples d'une certaine manière, OK, je peux peut-être faire ça, et donc je peux aller plus loin, et finalement, je me lance à mon compte. OK. Alors, ça n'a pas été tant ça, le déclencheur, mais c'est plus, tu sais, dans les boîtes, souvent, il y a des consultants, ils font appel à des consultants. Et moi, en fait, je me rappellerai, il y avait une fois où ils ont amené un consultant extérieur. Il est venu, il est resté une après-midi, tu vois, il a juste donné il a dit, bon, faites ci, faites ça, nanana. Moi, c'est moi qui valide la facture. Donc, je sais combien il a demandé pour ça. Et après, à 18h, quand lui, il part, c'est en mode, bon, allez, on reste toute la soirée pour bosser, on doit finir un truc, et on applique ce que le mec a dit, tu vois. Et par contre, moi, je suis payé la même chose que lui sur le mois, que lui sur la journée. Donc, je fais, attends, mais en fait, moi, je peux faire ça. Et ça a été mon déclic. Et je me dis, mais attends, mais pourquoi je me fais chier tu vois, pourquoi je me fais chier alors qu'en fait, je pourrais facturer mon expertise, etc. Mais la vérité, c'est que j'ai été terrorisé. J'avais peur. Justement, on va revenir dessus parce que toi, pour le coup, tu fais le grand saut entre je suis salarié, j'ai une rémunération fixe, je suis dans un confort, etc. Et donc, tu vas faire ce changement de vie-là. Première question, on sait que l'entourage, c'est ultra important dans ces prises de décision. Ta femme, tu l'as fait changer de vie puisqu'elle quitte son pays, elle vit en France. 1 an après,
tu lui dis, en grosso modo, je quitte mon boulot, je vais être entrepreneur. C'est ça. Comment ça se passe? C'est ça. Moi, j'imaginais la scène où j'explique à ma femme, c'est bon, je vais lancer mon business et tout. Et je voyais la scène où, genre, quelques mois après, j'ai chérie, on est dans la merde, on n'a plus rien. Tu vois, et je voyais ça et ça me paralysait. Je me disais, mais je peux pas prendre de. Enfin, tu vois, pour moi, j'ai un bon poste, j'ai un bon boulot. Enfin, sur le papier, tu vois, c'est le truc que tout le monde voulait. Enfin, moi, c'était mon esprit. Je peux pas prendre le risque de partir. Et en fait, c'est ma boîte qui m'a poussé à la porte. Ok. Il y a eu un changement de direction. Une nouvelle directrice marketing qui rejoint la boîte, etc. Et en fait, elle décide que je suis pas dans ses plans. Elle veut pas me garder dans son équipe. Et elle m'a même dit un truc, et encore aujourd'hui, ça me touche. On a fait une réunion, elle m'a dit, Yacine, tu n'es pas assez bon en marketing pour rester dans mon équipe. Okay. Ouais. Et moi, en fait, j'ai construit mon identité professionnelle sur je suis un marketeur. Donc en fait, quand elle m'a dit tu n'es pas assez bon en marketing, c'est comme si elle m'a dit t'es une grosse merde, tu vois. C'est en gros c'est tout ce que t'étais en fait. C'est ça. Et donc du coup, je l'ai pris vraiment comme un coup de massue. L'avantage, c'est qu'on a pu faire une rupture conventionnelle parce qu'au final, c'était son choix. Et donc maintenant, sur le coup, je l'ai pris comme vraiment un coup de massue. Et avec le recul, maintenant, j'ai compris que c'était un énorme cadeau qu'elle m'a fait. Parce que, elle m'a fait quitter la boîte et c'est ce que je voulais que je n'osais pas faire. Donc, je l'ai fait. En plus, je le fais avec une rupture conventionnelle. Donc, du coup, tu as le chômage. Et en plus, en me disant, Yacine, t'es pas assez bon en marketing, elle m'a mis une détermination de, ok, tu vas voir, tu vois. Ok, tu vas voir, je suis pas assez bon en marketing. Ok, on en reparle plus tard. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé au départ. Okay. Et je me suis positionné tout de suite comme consultant marketing, spécialisé sur les réseaux sociaux. J'accompagnais des entreprises sur la partie contenu, réseaux sociaux et la partie trafic, publicité, etc. Et quand je combinais les deux, je proposais des stratégies. Ouais, là, tu savais direct quand tu as eu cette opportunité de bénéficier de la reconversion professionnelle, de bénéficier de la rupture conventionnelle, pardon. Tu sais tout de suite ce que tu vas faire, tu sais tout de suite quelle boîte tu vas monter, dans quel domaine, comment tu vas le faire, etc. Ouais. T'as pas de période de transition, de creux, c'est vraiment tu sais. Non, parce que je me suis dit, en fait, en fait, tu l'as préparé pendant des années quasiment. C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Et je me suis dit, vas-y, t'es là, t'as tout ton temps, tu peux faire ton projet. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2 mois, j'ai triplé mon salaire. Tu vois, et donc là, je me suis dit, waouh, ça fait 3 ans que j'ose pas me lancer. Et là, je me dis, mais j'aurais dû le faire bien avant. Parce qu'en fait, quand tu as une compétence qui est demandée et qu'en fait, tu sais la mettre en valeur, il n'y a aucune raison que tu trouves pas de clients. Et même, j'ai envie de dire, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai bouleversement en ce moment sur le marché du travail où les plus compétents, ils ont compris que sortir du salariat et se mettre en freelance, ça va être beaucoup plus avantageux pour eux parce qu'ils pourront facturer beaucoup plus. Et les entreprises, moi je sais parce que je recrute des freelances aussi et des gérants extérieurs, je peux payer beaucoup plus cher qu'un salarié si je sais que la personne elle a démontré, elle a fait son expertise. Ça. En fait, si t'es bon et que t'as pas d'autres, on va dire, préoccupations d'équilibre, de famille, etc., t'as tout intérêt à te lancer à ton compte. Et voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt, mais j'ai envie de dire quasiment des deux côtés, en fait. Parce que même les patrons, entrepreneurs, etc., ont de plus en plus, et je le vois et on l'entend de plus en plus, envie d'avoir finalement des gens en freelance, non pas pour pas avoir de fidélité, mais pour sortir moins engagé, et aussi pour que la personne en face de nous, le fameux freelance, il a besoin d'aller gagner son argent, donc va se donner 2 fois plus que celui auquel on lui garantit le salaire. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à un moment où il y a un vrai sujet aujourd'hui dans le salariat, mais dans tout domaine confondu. Moi, c'est l'immobilier et je le vois à mon échelle. Donc ce que tu dis valide complètement tout ça. Comment tu vis ce début d'aventure où, là, t'es entrepreneur, c'est-à-dire que, donc oui, tu factures, etc., mais t'as toutes les contraintes aussi de l'entrepreneur. Comment tu le vis? Est-ce que c'est, une révélation? Ouais, en fait, à ce moment-là, je me dis, waouh, j'ai réussi enfin, tu sais, quand tu bosses de la maison, tu bosses avec les clients que tu as choisis, tu peux aller faire ton sport quand tout le monde est au boulot. Tu vois, en fait, je découvre tous les avantages que ça a de pas être salarié, en fait, et de bosser à tout le monde. Et en plus, je gagne 3 fois plus qu'un salarié. Donc moi, à l'époque, waouh! Mais en fait, vraiment, je disais, pourquoi je l'ai pas fait avant? Tu vois, je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que en fait, les clients que j'ai, c'est des contrats récurrents.
Donc, je suis pas dans un stress. En fait, ce qui se passe, je te dis, je fais à peu près 6 000, moi, je gagnais 2 200 € quand j'étais salarié. Et là, je facture à peu près 6 000. Donc, comme t'as l'ACRE, en micro-entreprise, en vrai, on prélève pas beaucoup. Donc, j'étais quasi à 6 000 € dans ma poche en tant que freelance. Et moi, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois, de gagner ça à cette époque-là. Et donc, et en plus, j'ai pas besoin de en fait, je signe 3 clients en prospectant au début, et c'est des clients que je vais garder longtemps, en fait. Donc, j'avais pas en plus ce stress. Ouais, en gros, les planètes s'alignent à ce moment-là et sur ce lancement-là, et finalement, tu découvres tous les avantages et potentiellement aucun inconvénient. Tous les avantages, et en plus de ça, quoi qu'il arrive, tu avais cette rupture qui te permettait justement d'être un peu plus tranquille. Dans la suite justement de ce parcours-là, comment tu évolues et comment tu dis ok, t'aurais pu te contenter d'en être là, de dire ok, bon, je vis bien et ça va, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je reste tout seul, je suis indépendant, etc. À quel moment tu décides finalement d'aller encore un peu plus loin et de rajouter des cordes à ton arc? Il y a eu le Covid. C'est marrant parce que dans tous les parcours, t'as souvent le Covid qui a beaucoup marqué les gens. J'avoue que l'année 2020 a beaucoup été citée dans ce podcast. C'est ça. Donc il y a le Covid qui arrive. Il y a là aussi la lassitude des clients que j'ai, parce que mine de rien, en fait, à un moment donné, je me dis ok, je suis parti du salariat. Là, j'ai 3 clients. Ok, c'est pas des employeurs, c'est pas la même contrainte, etc. Mais je ressentais encore le truc de bon bah en fait, si jamais je réponds pas aujourd'hui, c'est quand même un problème, tu vois. Donc, t'es pas libre à 100%. Et je commence à m'intéresser au business du coaching, de l'accompagnement, etc. Et comment je m'intéresse à ça, c'est qu'en 2020, pendant le confinement, pendant l'été, je commence à partager sur Instagram mon quotidien de community manager, de consultant en marketing. Et je partage des conseils. Voilà comment moi j'ai trouvé mes premiers clients, comment je vous conseille de les postures en appel de vente, comment je mène un appel. Je donne des conseils sur les offres que tu peux créer en community management. Je leur explique de pas créer des petits packs, mais de créer des offres premium, etc. En fait, moi je raconte ce que je fais. Et c'est des infos à l'époque qu'on trouve pas c'est pas les infos que tu vas trouver sur Google ou sur YouTube, parce que c'est mon expérience à moi. Et rapidement, il y a une communauté qui se crée. Alors, c'est pas une communauté de dizaines de milliers de gens, mais il y a une communauté de freelance qui se crée, et je discute avec eux régulièrement, etc. Et je commence à vendre mon premier coaching à quelqu'un qui me dit, bah, écoute, moi, je viens de quitter mon job, j'ai les compétences et tout, mais aide-moi à trouver mon premier client, etc. Donc, je vends comme ça mon premier accompagnement. Et là, ça me fait un déclic. Parce que je me rappelle, je vends un coaching. Alors, je parle pas. Alors, au début, j'ai fait des coachings gratuits. Après, je vendais la séance. Puis après, je vendais des accompagnements sur plusieurs semaines. Okay. Le premier accompagnement long que j'ai vendu, c'était 1 500 € sur 6 semaines. Et je me rappelle encore, quand je suis sorti du bureau, j'ai fait l'appel avec la personne, j'ai vendu le coaching. Je suis sorti de mon bureau, j'étais en caleçon. Parce qu'en fait, j'avais fait la vente en chemise, tu vois. Okay. Je suis sorti et j'ai dit, chérie, tu vas pas me croire, je viens de vendre un coaching à 1 500 €. Et elle me dit, en caleçon. J'ai fait, ouais. Je dis, c'est pas génial. Dit comme ça, le boulot est rêvé. Hein. Donc là, je te raconte les coulisses et tout. Ouais. Et donc, comme ça, donc je fais un premier coaching, un deuxième coaching, etc. Et donc, mais est-ce que tu es surpris déjà de ça? Est-ce que tu es surpris justement que des gens sont prêts à payer ton expertise, tes formations, ton accompagnement? Ouais. Est-ce que ça te surprend? Parce que la première fois, je pense comme toute personne qui fait du coaching, la première fois qu'on le paye, ça doit être quelque chose. Donc, comment toi, tu le vis justement ça? Ouais, c'est marrant parce que tu vois, moi, mais là, parmi mes clients, il y a beaucoup de pleurs et de blocages par rapport à ça. Moi, j'ai pas eu ça parce que j'avais pas le syndrome de l'imposteur. Parce que, mine de rien, ça faisait 10 ans que je bossais dans le marketing. Ça faisait 1 an que j'étais à mon compte. Je gagnais plutôt bien ma vie. Donc, en fait, je me sentais pas légitime à accompagner quelqu'un. J'étais persuadé de la valeur que je pouvais lui apporter. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'étais assez confiant et que ça a fonctionné au départ. Ok. Et donc là, tu vis tes premiers coachings. Donc, t'accompagnes les gens. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu structures cette chose-là? Ouais, alors non. Au début, non. Parce qu'en fait, moi, c'est bien simple. J'ai fait mon calcul. Donc là, je faisais des coachings à 1 500 €. Puis après, je vendais des coachings à 2 000 €. Il fallait que je vende 5 coachings par mois pour faire 10 000 €. Et moi, c'était ça ma target. C'est-à-dire que
je m'étais dit, bah, si je gagne 10 000 euros par mois, en vrai, ça serait pas mal, tu vois. Okay. Et je pense, beaucoup de personnes, quand tu te lances dans les business en ligne, etc., tu sais, avec le marketing, ce qu'on te vend, tu sais, t'as le palier des 10K par mois qui est un truc. Donc moi, je me suis dit, c'est ce palier-là. C'est ton objectif. Et en fait, comme quand je me suis lancé à mon compte, j'ai atteint mon objectif en 2 mois. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé à vendre des coachings. 2 mois après, j'ai faisais les 10K. Okay. Tu vois, et il fallait juste que je vende 5 coachings dans le mois. Et pour moi, c'était assez simple. Enfin, je communiquais sur Instagram. Je diffusais du contenu. Je faisais des stories tous les jours. J'expliquais ce que je faisais. Je passais des témoignages clients. Et j'avais des demandes qui venaient en DM et je faisais des appels et je vendais au téléphone. Et moi, c'était que ça. Et j'avais pas d'équipe, de trucs très compliqués. J'avais mon bureau à la maison. Zoom, okay. Calendly pour prendre les rendez-vous, et c'est tout. C'était hyper minimaliste. Okay. Et il y a un moment donné où je fais 10K par mois pendant presque 1 an comme ça. Et je me fais accompagner, tu vois, je commence à faire des coachings et tout, parce que je me dis, bon, en fait, on est arrivé là, on peut aller plus loin, tu vois. Et un jour, je vais dans un mastermind, et je leur dis, tu sais ce que c'est le principe du hot seat ? Non. En fait, les hot seats dans les mastermind, c'est cerveau collectif. Tu as plusieurs entrepreneurs qui vont te conseiller sur une problématique. Un hot seat, c'est tu viens, tu donnes ta problématique au groupe et tous, ils ont 1 heure pour te dire à ta place qu'est-ce qu'ils auraient fait. Okay. Et je leur dis, en fait, ça fait 1 an que je suis à 10K par mois. Je pense que j'ai un palier psychologique, je leur dis. Et c'est vrai, parce que le meilleur mois que j'ai fait, c'était genre 10 900. Il y avait vraiment un truc pour moi, je vais pas dépasser ça. Et là, c'était honteux. Hein ? Et là, c'était une honte. Et donc, je leur dis, en gros, la question, c'est comment je fais 20 000 ? Je leur dis, comment je vais doubler mon chiffre d'affaires ? Si vous étiez à ma place, vous ferez quoi ? Et là, il y a 2 choses qui ressortent. Ils me disent, en fait, arrête de faire du coaching individuel et vends en groupe. Parce que du coup, pour le même temps, tu fais plus de chiffres. Et 2, là, tu coaches, ils me disent, là, tu coaches des professionnels, des gens qui ont déjà des compétences et qui veulent se lancer. Et ce qui était logique, parce qu'en fait, je leur apprenais ce que moi je faisais. Ils me disaient, en fait, c'est sûr que toi, dans ton marché, toutes les personnes qui n'ont pas encore les compétences et qui sont en fait au début, tu as beaucoup plus de clients potentiels. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que j'ai envie de former des gens au métier de community manager ? Ou est-ce que je veux accompagner que des gens... D'un métier et leur donner l'expertise finalement de ce métier-là. Voilà, et je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, ça a du sens pour moi parce que, tu vois, moi, à la base, quand j'ai quitté mon job et que je me suis lancé, c'était beaucoup par rapport au sentiment d'être utile. Moi, dans ma boîte, j'avais beau avoir le meilleur poste sur le papier, je me sentais pas utile. Quand tu vois, que je fasse mon taf ou pas, limite, tu vois. Ouais. Et si je me donnais à fond et que je bossais plus, il se passait pas plus, en fait. Et je me suis dit, OK, en fait, là, avec cette formation-là, je peux aider des gens à se sentir utiles dans leur taf. Donc, il y a des gens aussi, comme moi, avant, qui sont dans un boulot qu'ils aiment pas. Et en fait, ils sont intéressés par les réseaux sociaux. Ils ont envie d'accompagner des entreprises. Ça, c'est très important parce que nous, on insiste beaucoup sur les personnes qu'on prend. Il faut qu'ils viennent pour les bonnes raisons. Mais c'est ça, c'est vraiment aimer vraiment les réseaux sociaux et vouloir accompagner des entreprises à se développer. Parce que si tu veux devenir community manager, te lancer à ton compte que pour toi, parce que tu veux gagner de l'argent, travailler de chez toi et tout, ça va pas marcher. Il faut être vraiment tourné vers les autres. Et je me dis, il y a des gens, ils ont cette vocation-là. Et en fait, à travers cette opportunité-là d'apprendre ce métier et de se lancer en freelance, ils vont pouvoir donner du sens à ce qu'ils font, à se sentir utile, etc. Et donc, je me suis dit, ouais, en fait, non seulement je vais pouvoir développer ma boîte et aller au palier d'après, et en plus, ça va donner encore plus de sens et de poids à ce que je fais. Et donc, c'est là où, c'est 2021, je décide, en fait, de lancer un programme d'accompagnement qui s'appelle Devenir CM. Aujourd'hui, c'est 90% de mon focus, c'est ça. Okay. On a accompagné 400 clients aujourd'hui avec ce programme-là. Donc, je décide de lancer Devenir CM 2.0 et c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment prendre une place de CEO et pas de freelance et vraiment de développer une équipe, des process et on a commencé comme ça à construire l'accompagnement. Ok, donc là maintenant aujourd'hui ta clientèle à 80% est de la reconversion professionnelle, donc des gens qui viennent de plein d'univers différents. Ouais. Quel est un peu le profil type justement ? T'as une tranche d'âge qui ressort. Ouais. Alors déjà c'est beaucoup de nanas plus que de mecs. Okay. Mais quand je te dis beaucoup, c'est genre 95%. Ah oui, c'est vraiment donc, beaucoup. C'est pour ça que je mentionne. Okay. Donc après je me suis posé la question. Je pense que la communication c'est un métier féminin. Moi, dans toutes mes expériences pro en entreprise, j'étais souvent le seul mec en fait, parce que la communication, ça attire plus de filles. Et après, en termes d'intitulé, tu vois, c'est marrant. Moi, je croise des mecs qui font la même chose
que certains élèves à moi font. Ils font des accompagnements réseaux sociaux, mais eux, ils te disent pas qu'ils sont community managers, ils te disent qu'ils sont directeurs d'une agence. Tout seul, mais directeur donc peut-être que si je lance une formation en directeur d'agence, je toucherai plus de mecs. Mais en tout cas, c'est pas la vocation. Aujourd'hui, il y a plus de filles. Le profil type, c'est 30 ans. Déjà une première expérience professionnelle dans les pattes. Et là, je joue un peu, tu fais un peu le bilan et tu te dis, en fait, est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a plu, qu'est-ce que je vais faire? Et souvent, il y a beaucoup de gens à ce moment-là de leur vie qui entament une deuxième carrière. Et donc, j'ai beaucoup ça. Après, on a aussi des personnes qui sortent de master, tu vois, entre 20 et 25 ans, sortent d'études et qui savent tout de suite qu'ils veulent se lancer en freelance et pas chercher un job. Et donc, ils vont faire un accompagnement pour trouver des clients et rapidement. Et après, on a aussi encore une autre catégorie, c'est les reconversions plus tardives, où là, on a du 45 ans, 50 ans, mais ça reste assez minoritaire. Mais le plus gros, ça va rester, voilà, une femme de 30 ans qui fait une reconversion. Ouais, c'est ça. En gros, qui se rend compte que la voie choisie n'a pas été la bonne et décide de se lancer dans les réseaux sociaux, etc. Ouais. Aujourd'hui, ça reste un secteur qui est ultra prisé maintenant, de plus en plus. C'est vrai. Comment on arrive à faire justement cette fameuse différence parce que t'arrives sur un marché, il y en a d'autres. D'ailleurs, t'en formes plusieurs, des community managers. Comment tu fais la différence par rapport à ça? Ouais. C'est une très bonne question. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai que le métier de CM, il attire parce que les gens, ils voient la vitrine. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je te dis CM, tu t'imagines, je travaille de mon téléphone, de chez moi, même plus loin, parce que tu as des publicités qui te montrent, tu es community manager à Bali, tu bosses 2 heures par jour sur ton téléphone, tu sirotes des cocktails. En fait, nous, on arrivait en disant, c'est pas ça, community manager. En fait, si tu veux ça, nous, on peut pas te le donner, donc viens pas chez nous. Déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, nous, on accompagne que des gens qui veulent se lancer en freelance. Parce que tu as plein de formations de community manager. Il n'y a pas forcément la dimension création d'entreprise, vente, prospection, etc. Donc nous, toi, si tu viens et tu me dis, moi, je veux être salarié je veux être CM et postuler, je veux dire, ne viens pas. En fait, si tu vas pas profiter de la plupart du truc. Et donc là, aujourd'hui, t'es combien de personnes à travailler sur ce projet-là avec toi et t'es entouré? On est une équipe de 15. Ok. J'allais dire que des freelances, non, parce qu'on a une alternante, mais c'est principalement des freelances. Okay. Il y a 3 pôles dans ma boîte. Il y a le pôle coaching. Ouais. Donc, c'est une équipe de coachs pour accompagner les clients, faire en sorte qu'ils aient des résultats, animer les coachings, les masterclass, le suivi, etc. Il y a un pôle marketing. Donc, c'est toute la communication pour faire connaître notre programme, etc. Et tu as le pôle vente pour faire les appels, les entretiens de candidature, valider les profils, etc. Okay. Donc aujourd'hui, ça se répartit comme ça. Et aujourd'hui, quel est ton rêve? Vers quoi tu veux aller? Quel est le step d'après? Aujourd'hui, t'as une belle évolution, t'as eu cette reconversion, t'es tout seul à créer ton poste finalement et à l'apprendre, puis tu deviens entouré de 15 personnes. Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que t'as déjà le step d'après? Ouais. En fait, moi, un truc qui m'a servi depuis le début, c'est de me focus sur un seul projet. Parce que des opportunités de lancer, t'es entrepreneur, tu le sais, tu peux être tenté. Tu vois, t'as soit en t'associant, soit en lançant. T'as tellement d'opportunités. Et moi, je me suis toujours dit non. Tant que devenir CM, tu l'as pas fini, et je sais pas si un jour on pourra le finir, parce que déjà c'est un secteur qui évolue tout le temps, et puis en fait le potentiel de marché on sait pas jusqu'où il peut aller, mais en fait tant que moi je peux aller au bout, je veux pas me lancer dans d'autres projets, donc je veux vraiment me concentrer là-dessus. Et aujourd'hui il y a, et là je vais te faire une exclue pour ton podcast. C'est gentil, merci. Aujourd'hui sur le marché du marketing de manière générale, je vais pas t'apprendre que l'intelligence artificielle est en train de faire des grands bouleversements. Aujourd'hui, on va accompagner les community managers à faire la transition sur l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, un community manager qui sait utiliser les outils, il peut faire le travail de 4 personnes. Parce qu'il a des assistants qui sont 24/24 dispo, qui peuvent t'aider pour la création de contenu, l'organisation, etc. Donc aujourd'hui, si tu rates le train de l'IA, en fait, tu vas te faire exploser concrètement. Et donc nous, là, à la fin de l'année, on va lancer ça. Ça va être le principal cap de la formation, où on va intégrer l'intelligence artificielle et accompagner nos clients et les personnes qui veulent se lancer dans le métier d'intégrer l'IA dans la formation. Pour le coup, c'est vrai que ce que tu dis, et merci pour cette info, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un métier, et il y en a plein, pour le coup, qui vont vivre une sacrée révolution, il y a un virage à prendre, et c'est clair que ça risque de faire une sacrée
transition et en tout cas, il y en a qui risquent malheureusement d'arrêter leur activité. Et aujourd'hui, comment t'appréhendes justement ce fait de l'intelligence artificielle qui va venir, entre guillemets, complètement révolutionner votre métier? Et moi, je trouve ça bien parce que, en fait, moi, le métier de CM, je le fais depuis 2011. Et le métier que je faisais en 2011, il a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui, finalement. Donc, en fait, l'évolution, elle a été constante. Moi, en 2011, Community Manager, c'était gérer des fanpages Facebook. Aujourd'hui, aucun client, enfin, tu vois, c'est 5% de ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est Instagram, TikTok, etc. Donc, déjà, en termes de réseau, on s'est adapté. Ensuite, tu vois, il y a 2 ans, on a entamé la transition sur la vidéo. Moi, avant, CM, on faisait pas de vidéo. On faisait appel à des monteurs. Aujourd'hui, t'es community manager, tu sais pas gérer la vidéo, c'est compliqué pour toi. Ben, aujourd'hui, c'est l'IA, tu vois. Et moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça fait le tri. Tu vois, c'est OK. En fait, toi, tu veux la facilité, faire comme avant, pas t'adapter et tout. Allez, next, tu vois. Et donc, du coup, ça laisse la place pour ceux qui ont envie de s'améliorer, utiliser les outils pour être plus productifs. Et en fait, tout ça, c'est pour être meilleur et apporter plus de valeur et s'améliorer, etc. Donc, moi, je trouve ça génial, en fait. Okay. Parce que je sais que je vais prendre le train. Et donc, du coup... non, mais, voilà. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie remise en question complète sur, encore une fois, beaucoup de domaines d'activité et des métiers même très standards. On parle même du métier d'avocat, on parle de différents métiers où aujourd'hui, l'IA va complètement bouleverser les différents métiers. On arrive vers la fin du podcast. J'ai plusieurs questions pour conclure. La première, c'est sur tout ton parcours, lorsque tu le regardes, est-ce que tu as un regret à un moment donné? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, il m'a manqué un truc ou j'aurais dû faire différent? C'est dur parce qu'en fait, tu vois, toutes les erreurs que j'ai fait, au final, je les referais maintenant. Si on me disait est-ce que tu les referais, je les referais parce qu'au final, sinon, je serais pas qui je suis. Okay. Voilà. Mais peut-être croire plus en moi et me dire en fait, je peux le faire, tu vois. Genre, si on m'avait dit, en fait, Yacine, là, si tu quittes ton job, dans 2 mois, t'as triplé ton salaire, j'aurais pas attendu 3 mois. Mais voilà. Mais au final, c'est parce que je suis passé par là que j'ai l'expérience que j'ai aussi. Donc, si c'est un regret, mais voilà. De toute façon, chaque étape construit, et on le voit très bien à travers ce podcast et les différents témoignages, chaque étape construit en fait la personne au bout de ce qu'elle fait, etc. C'est tout ça. Un cheminement. Aujourd'hui, si tu fais justement ce premier bilan constat, 34 ans, il restera des étapes et du chemin. Mais ce premier bilan, est-ce que tu considères que ta reconversion est une reconversion réussie? Excellent. Ouais, complètement. Okay. Complètement. Moi, ce que je dis à mes clients, pour moi, il y a deux reconversions. Il y a une reconversion de métier et il y a une reconversion de statut, parce que tu passes aussi de salarié à entrepreneur. Et ça aussi, c'est une sorte de reconversion. Moi, j'ai l'impression qu'en termes de métier, c'est dans la continuité. J'ai pas l'impression d'avoir changé de métier. Alors, à part si on considère que CEO, c'est un métier. Et en fait, oui. Voilà. Mais je suis dans le même secteur. Mais pour moi, la transition, ça a été plus de salarié à, OK, en fait, mon expertise, je l'utilise pour devenir CEO et construire quelque chose derrière. Et ça, j'estime que c'est réussi, puisqu'aujourd'hui, je me sens super épanoui. J'adore tout ce qu'on fait avec mon équipe, mes clients, etc. Donc, ouais, je pense que ouais. Et la dernière question, c'est tu dois le faire beaucoup parce que comme tu as beaucoup de gens en reconversion et que tu dois leur parler justement de changement, parce que je pense que beaucoup ont cette peur du changement, cette peur de se lancer dans le vide et de faire autre chose. Quel conseil tu donnerais ou tu leur donnerais à plein de personnes qui sont justement dans ce cheminement de se dire je suis pas épanoui professionnellement, je le sais, je suis pas au bon endroit, je sais pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas je suis pas au bon endroit. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là? Je peux en donner 2. T'as le droit, même 3 si tu veux. Okay. Il y en a 2. Un, c'est de pas attendre d'arrêter d'avoir peur pour se lancer, parce que tu auras toujours peur. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. La peur, elle disparaît en se lançant, en étant dans l'action. Tant que tu es immobile à rien faire et à imaginer ce qui peut se passer, tu auras toujours peur. Et souvent, on se dit, OK, là, je me sens pas prêt, je vais pas me lancer, j'ai encore peur. Mais si j'attends 1 an, je sais pas ce que tu t'imagines, que tu auras plus d'expérience ou ce sera le bon moment. Mais en fait, c'est jamais le bon moment. Il te manquera toujours des choses et tu seras jamais parfait. Donc, en fait, autant se lancer maintenant en ayant peur et en faisant, tu vas dépasser tous les problèmes que tu peux rencontrer et à la fin, tu vas arriver au résultat. Donc, du coup, c'est pas attendre d'être 100% prêt, de pas avoir peur, c'est d'y aller. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est moi, ce que j'ai remarqué, c'est la plupart des gens, quand ils veulent se reconvertir, c'est souvent pour fuir une situation qu'ils veulent plus.
plus que pour atteindre un certain objectif. Et moi, c'était complètement mon cas. Je n'ai pas quitté mon job pour devenir CEO, monter un accompagnement. Je savais pas du tout que c'était ça vers quoi j'allais aller. Moi, tout ce que je savais, c'était que mon job me plaisait pas et que je voulais me mettre à mon compte. Et en fait, les personnes, quand elles sont dans cette situation-là, elles veulent quitter leur job, elles veulent faire une reconversion. Ok, c'est bien de dire je sais ce que je veux pas, mais c'est bien aussi de réfléchir à ce qu'on veut faire. Sachant qu'à partir du moment où on se reconvertit, tout devient possible. Potentiellement, je peux me former dans un tout nouveau domaine, je peux lancer ma boîte, je peux devenir salarié, je peux partir à l'étranger, je peux complètement en fait refaire ma vie, j'ai plus du tout de contraintes. Et au début, c'est difficile parce qu'on est dans le quotidien, mais même on peut se lancer sans avoir ce truc-là, mais si on l'a, on va faire plus facilement les bons choix au départ quand on va se reconvertir. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, et je suis plutôt d'accord, mais dans le constat, finalement, c'est vrai qu'il faut faire le bilan de ce qu'on ne veut pas et donc finalement de ce qu'on veut et pas forcément du domaine d'activité. C'est quelque chose qui peut arriver par la suite et c'est un chemin qui peut évoluer au fur et à mesure du temps aussi. Merci beaucoup, Yacine, pour merci à toi. Pour ton témoignage. Et puis on va suivre toute ton actualité et notamment ce virage avec l'IA dans très peu de temps. Trop bien, avec plaisir. À très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.